Bonjour Anne. Bonjour. Tu travailles sur quelle pièce en ce moment? Là, les enfants de Mossoul. Ce sont des paysages qui sont d'où, ceux-là? C'est des études de la vallée de la Buège. De la vallée d'où? De la Buège. D'accord. Derrière Ganges. D'accord. Tu les fais à l'atelier ou Non, non, j'ai fait direct. sur le motif? Sur le motif, ouais, il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais ça me ferait bien d'y retourner en gros. Là-bas aussi? Oui, tout ça aussi, c'est des choses. Il y a les corbières, ça c'est la Bretagne. J'ai beaucoup de stock derrière, je vais faire de sorte de tout. Quand j'ai appris Ça, là? Ah oui, pardon. sa fille, était une très très bonne amie. D'accord. Tu l'as connu, Prévert? J'ai connu bien sûr Prévert parce que j'étais très amie avec sa fille. Donc, j'ai rencontré Minette quand j'étais assistante au journal Elle il y a très longtemps, j'avais 17 ans. Et elle aussi était là, son père l'avait casée là parce qu'il ne savait plus quoi faire d'elle, elle fumait des pétards toute la journée. Et on est devenues très copines. Et voilà, pendant longtemps. Et donc Jacques, on l'a vu souvent, il nous a invités à dîner, il nous a envoyé des cartes postales. Puis on s'est beaucoup occupé d'elle avec mon premier mari, on l'aimait beaucoup. Mais malheureusement, elle est morte jeune. C'était une fille, elle était comme son père, elle avait le même talent de trouver les mots, de dire des phrases merveilleuses, comme Jacques était. Ouais, c'était un bonhomme génial, lui, on l'adorait. Elle aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Tu as travaillé à Elle Magazine? J'ai travaillé à Elle en sortant après les Arts Déco. Je suis passée par les Arts Déco pendant 2 ans, puis j'ai commencé à travailler tôt. Je voulais être indépendante et à l'époque, c'était pas très compliqué. Donc, j'étais, après avoir fait du dessin de tissu pendant 2 ans avec une peintre formidable, que j'aimais bien aussi. On m'a engagée à Elle comme assistante, voilà, un jour. Je suis restée 4-5 ans. Je suis devenue rédactrice, j'ai créé des vêtements. Et c'est comme ça que je me suis embrayée dans la mode, parce qu'au départ, je ne pensais pas tellement à la mode. Et pendant 30 ans, j'ai fait de la mode, j'ai dessiné, j'ai créé des trucs. C'était très amusant, parce que j'ai été très gâtée. On m'a fait confiance. On m'a donné beaucoup de confiance, on m'a laissé faire, surtout les 10 dernières années de Kenzo, qui m'avait délégué quasiment toute la création de la collection pendant 10 ans, 2 fois par an, c'était tout à fait étonnant. Mais en fait, mon plaisir, enfin mon désir profond, c'était de peindre. J'ai toujours rêvé de le faire. Et quand j'ai arrêté chez Kenzo, à l'âge de 55 ans, 60, entre 55 ans, je pense. Je suis partie à New York
Et là, j'ai vécu à Haarlem pendant 5 ans avec mon second époux, et qui vivait à Haarlem. Il avait rejoint ses frères. Il faisait plein de choses. Il avait monté des associations, s'occupait des jeunes et tout ça. Et je suis arrivée, j'ai débarqué, j'ai dit, moi, écoute, je veux bien rester avec toi, mais il me faut un endroit pour peindre. Et comme il avait un tout petit appartement, que les trucs à New York, c'est très dur à trouver, il m'a trouvé dans un hôpital psychiatrique, en plein milieu de Haarlem, un lieu au sous-sol où j'ai été accueillie. C'était un lieu d'art-thérapie qui avait été créé par 2 femmes artistes magnifiques. Ça existait depuis 30 ans. Et je leur ai montré mes premiers dessins. Ils m'ont dit, viens, on t'accueille, voilà un mur. Et je me suis retrouvée au milieu d'une 50aine de patients qui descendaient des étages supérieurs, où ils étaient chimiquement traités. Et ils descendaient au sous-sol, et il y avait ces 2 femmes qui les accueillaient bras ouverts, en leur faisant de l'acupuncture, en leur expliquant que pour ne pas être obèse, c'est bien de manger plus simple, etc. Donc elles leur faisaient même la cuisine, ils prenaient dans les bras, ils avaient chacun leur coin. Et là, pendant 5 ans, j'ai fait connaissance avec cette tribu de gens au sous-sol de l'hôpital psychiatrique. Et ce lieu s'appelait, je dis s'appelait parce que ça n'existe plus, Âme en mouvement, Souls in Motion. Et c'était un lieu exceptionnel. Et là, je me suis retrouvée dans les néons, alors que je voulais peindre des paysages, des machins, des grands machins, avec des êtres dans un état absolument hallucinant, mais une espèce de chaleur humaine absolument fabuleuse, se protégeant mutuellement les uns les autres. J'ai appris des trucs sur les rapports humains, hein. Ils m'ont donné beaucoup. Et je ne parlais pas du tout l'anglais, alors je me suis dit, la meilleure manière pour communiquer, il faut que je les dessine. Alors j'étais devant eux, j'ai dessiné au fusain, après à l'huile, après je créais des décors. Et puis j'ai le premier qui voulait rentrer dans le décor, je lui faisais son portrait. Et je peux te dire qu'il y avait tout l'hôpital psychiatrique qui attendait, pas seulement les patients. Il y avait les médecins, les infirmières. Alors c'est quand mon tour et tout. Donc, je me suis bien régalée. C'est là où j'ai commencé. C'est les portraits qui sont là-bas en dessous. Alors il me reste ceux-là, parce que j'en ai vendu beaucoup. Oui, ça fait partie de cette série. Puis alors après, on a quitté New York après le 11 septembre. Il y avait une sale ambiance. Donc on a décidé de réintégrer la France et on s'est installé ici. Donc ça, c'était les 2 femmes qui dirigeaient ce lieu, Julia Raboto et Louise Rosenberg. Elle, c'était une artiste qui fabriquait des trucs, elle faisait des installations, elle fabriquait des maisons en Tyvek, en papier Tyvek qu'elle cousait. Et elle faisait des démonstrations sur les toits de New York avec des SDF qui portaient leur maison. Et elle était dans la mode, elle faisait des tissus, etc. Elle faisait la cuisine pour tout le monde, une femme merveilleuse. Et puis ça, c'est les quelques 4 qui me restent de la série que j'avais faite. Voilà. Qui sont là. Je les ai sur un book, je peux te montrer les autres si tu veux. Ouais, c'était un moment très riche, très très riche. Et puis quand j'ai débarqué ici, voilà, je me suis mise à... J'ai travaillé d'abord... J'ai assez vite enchaîné sur l'histoire des migrants, en fait, en 2002. La première barque dont on a parlé, c'était en 2002. Je l'ai peinte, une grande toile, je l'ai vendue à un avocat qui défend les droits des réfugiés. Je ne vais pas te la montrer, non. Et puis j'ai continué à expérimenter, parce que j'avais tellement d'étapes à rattraper, vu que j'avais commencé à peindre à 50 ans. Ou 55, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait des paysages, j'ai expérimenté la peinture, c'est la cuisine, la peinture, voilà. Avec des moments de découragement, des moments d'emballement. Et puis, maintenant je me sens bien, je suis bien dans cet endroit, là ça va durer. Je ne me prends plus la tête, j'y vais, j'expérimente, j'efface, je prends, je travaille avec des gros pinceaux.
C'est un grand plaisir. Chaque outil apporte une chose différente sur la toile, un espace, des choses inattendues. Alors mon gros problème, c'est d'arriver maintenant à pas tout boucher, tout contrôler. Tout contrôler. L'œil, il va partout, Et il vérifie chaque détail, chaque chose. Alors comment laisser l'espace imaginaire pour le regardant? C'est ça mon problème, c'est ça que je travaille en ce moment, que j'essaye. Mais bon, je suis encore loin. Mais mon but, voilà, c'est d'arriver à dire des choses et en même temps laisser le regardant inventer sa propre histoire quand il regarde la toile. Derrière, c'est quoi la toile? Alors derrière, comme j'étais passée par une période très très sombre où j'ai travaillé que du goudron, que enfin pas du non-couleur parce que c'est quand même une couleur, mais que du très sombre et de l'ombre, j'ai eu envie de travailler le blanc. Et j'avais jamais travaillé la lumière, le blanc, comment travailler le blanc. Et ça me creusait ça me préoccupait beaucoup de voir si j'étais capable d'y arriver. Donc ça c'est vraiment une expérience du blanc et de la lumière et des ombres dans le blanc, dans la neige, etc. Et donc j'ai mis longtemps à la sortir. J'ai commencé dans mon ancien atelier là-bas, qui est aspirant Herbert, qui était tout petit. Et puis j'y arrivais pas, et puis j'ai déménagé il y a un mois, j'ai accroché la toile et d'un seul coup, tous les arbres sont venus, j'ai transformé tout, mais c'est venu très simplement. Il y a juste mon personnage encore, je ne sais pas si je vais le garder, je ne sais pas encore ce que j'en fais. Lequel? La femme. D'accord. Qui marche. Ouais, le petit personnage qui est perdu, je le garde, et les animaux aussi, mais ça je ne sais pas encore. Et puis ça, si tu montes sur l'échelle, tu la verras mieux. Ça. Donc ça, c'est quand on a appris, tu sais, les yézidis, les chrétiens d'Orient, en Syrie, qui ont été complètement, du jour au lendemain, l'État islamique a assassiné tous les hommes et tous les garçons. Elle découvre ça, donc c'est une espèce de chagrin horrible. C'est un enfer, quoi. C'est l'enfer, ça. C'est l'enfer. Ça fait partie de quelle série? De cette série sur les réfugiés, les migrants, que j'avais montré à la chapelle du quartier haut il y a 2 ans, avec Nisrine. Ils ont partagé la salle. Donc c'est comme une grande fresque de gens qui marchent. Avec Nisrine Sefar. Oui, avec Nisrine Sefar, qui a travaillé sur la mémoire, les traces, etc. Qui continue d'ailleurs. Je tire. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est du taille-bec, tu vois. Tu connais? Pardon? Tu connais le taille-bec? Non. C'est un espèce de matériau à base de pétrole, indéchirable. Indéchirable. On a des barques. Je vais pas montrer encore un ou deux, une forêt. Tu peux.
Oui. Attends. Je sais pas. Il y a un oiseau en haut, je crois. Oui. C'est aussi des migrants alors que... C'est toujours des gens qui marchent, qui quittent leur lieu, qui vont ailleurs, poussés par le désespoir, la guerre, la famine, le fascisme, l'humanité de l'humanité. En même temps, le chemin, c'est des métaphores, hein, c'est la transformation de l'homme. Ça, c'est des Syriens. Dans les années 90, on parlait d'immigrés, maintenant on parle de migrants, c'est bizarre, comme c'est un ami qui me disait ça. Tu dis ? Avant on parlait d'immigrés, maintenant on parle de migrants. Oui. Oui, parce que les immigrés s'installaient. Les migrants, ils sont en mouvement. Comment tu lui expliques la différence ? Je sais pas, c'est vrai que... De mots. On dit réfugiés aussi. Il y en a qui ne veulent pas dire migrants. Ils veulent dire réfugiés. Enfin, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est vrai. Hein ? D'accord ? D'accord. Donc elles étaient toutes en ligne comme une fresque, quoi. Alors ça, c'était il y a fort longtemps, c'était même avant 2002, avant la première barque. C'était les Africains qui traversaient dans des conteneurs, j'ai mis dans un bidon de pétrole, complètement nus au détroit de Gibraltar. C'est-à-dire qu'ils se mettaient complètement nus dans les conteneurs, ils se laissaient porter par le courant, ils arrivaient en Espagne. Et donc, arrivés en Espagne, nus et sans papier, on ne pouvait pas les refouler. L'histoire était vraiment impressionnante. Celle-là, je l'appelle le détroit de Gibraltar. Et puis... ça, c'est un Afghan qui était à Calais. Il s'est fabriqué un radeau avec 3 planches qu'il a trouvé sur le campement. Ça, c'est un drap. Il y avait un drap, c'était un article dans le monde. Et la canne à pêche, c'est le... Il était au milieu de la mer du Nord pour aller en Angleterre. Il a été repiqué, rattrapé au milieu. Il était furieux, un jeune homme de 30 ans, un jeune Afghan. Il a dit je repartirai. Tu peux imaginer sur le 4 planches clouées, il a trouvé les vis par terre, il a fabriqué son truc, il s'est retrouvé au milieu de la Manche. Mon Dieu. C'est quelque chose. J'ai eu envie de faire du blanc après. En même temps, je suis repartie là à Mossoul. Alors voilà. Là aussi, il y a des forêts. Il y a une deux forêts. Il y a 2 personnages dessus. Oui, qui courent, c'est la fuite. Et ça, on peut imaginer que c'est au bord du camp de concentration en Pologne.
Valentino Achadlan, un jeune Soudanais. Soudanais qui est arrivé dans son village alors qu'il revenait des champs et toute sa famille a été massacrée par une milice de Khartoum. Et donc il fuit tout seul et il a 6 ans. Il part tout seul et il court partout dans le village, il sauve sa peau. Et ça a duré il est là au milieu. Et sa fuite a duré des années. Il a été récupéré dans des camps de réfugiés où on lui a promis, il rêvait d'aller aux États-Unis. Il a grandi et à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire de 5 ans à 25 ans, 5 ans à 20 ans, il est resté dans des camps avec des promesses non tenues, etc. Et finalement, il a quand même atterri aux États-Unis. Et c'est un bouquin, on raconte son histoire. Il y a un auteur américain qui raconte son histoire, qui est magnifique, qui est absolument incroyable. C'est lui qui m'a inspiré. Comment il s'appelait? Valentino Achadlan, D-E-N-G. Et maintenant, si tu tapes sur Internet, tu verras son histoire et le bouquin qui est absolument splendide, si ça t'intéresse de le lire. Enfin, qui est passionnant. Voilà. Je pense que dans ce travail-là au Goudron, si tu veux, j'ai l'impression que je me suis dépassée. Mais après, des fois, je me dis, je reprends des vieilles habitudes, il faut tout le temps se chahuter, se bousculer pour essayer d'aller au-delà.